Je n'avais jamais vu Rambo jusqu'à présent. Pour la reprise, on va parler de Rambo. C'est un personnage qui est assez iconique dans l'histoire du cinéma d'action, mais surtout dans la carrière de Sylvester Stallone. Tu comprends très vite, parmi les personnages les plus iconiques qu'il ait pu interpréter, t'as Rocky, et puis très vite, en fait, t'as Rambo qui arrive. Comment est-ce que je découvre la franchise? Je pense qu'en 2008, lorsque John Rambo sort. D'ailleurs, en fait, j'ai l'impression que dans cette décennie-là, il y a Rocky Balboa et John Rambo à peu près dans les mêmes années qui sortent. Et j'ai trouvé le film vachement intéressant, le concept était vachement cool. Et puis, 11 ans plus tard, Last Blood, on va voir au cinéma, tout ça, en 2019, c'était pas mal, voilà. Puis je me suis dit, premier volet, obligé que j'allais le voir. Déjà pour comprendre quel est le personnage, d'où est-ce qu'il vient, mais surtout, comment est-ce qu'il a fait pour durer aussi longtemps dans le temps? Comment est-ce qu'à partir d'un seul personnage, t'arrives à faire 5 films? Si je me trompe pas. Rambo, First Blood. Qu'est-ce que ça raconte déjà? C'est important de savoir, de se mettre dans le contexte. Attention, ceci est une zone de spoil, voyons. Tout d'abord, en fait, on suit l'histoire d'un vétéran de la guerre du Vietnam qui donc erre, vagabonde, tout ça, sur la côte nord-ouest des États-Unis à peu près. Le film commence où il rend visite à un de ses anciens camarades. On a une nouvelle tragique, tout ça, on apprend que ce camarade-là en question, en fait, n'est plus de ce monde. Et donc, du coup, il poursuit son chemin, et il s'arrête au bout d'un moment dans une petite bourgade, tu vois. Malheureusement, il fait la rencontre d'un shérif qui va un peu lui casser les pieds. Et le problème, c'est que Rambo, en fait, il a ce qu'on appelle, en fait, un stress post-traumatique. C'est-à-dire qu'après la guerre, on est dans des conditions mentales, on a tellement vécu de choses, on a tellement aussi, je pense, fait des choses atroces qu'on a encore des séquelles. C'est ce qui arrive en fait, c'est ce qu'il a en fait, Rambo. Et le film part un peu en sucette lorsque le shérif pousse un peu Rambo à bout. Et là s'ensuit une suite de péripéties, d'actions, de courses-poursuites où tout le long du film en fait, le monde entier, la ville entière, l'État entier est contre Rambo. Et voilà, on se retrouve dans un film d'action, thriller, que j'aime bien en fait, tu vois le délire. Déjà, on peut noter premièrement la prestation de Sylvester Stallone dans le film, qui est remarquable. Sylvester Stallone en fait est intense, et contrairement en fait au film Rocky, qui est sorti quelques années plus tôt, cette fois-ci en fait on le retrouve dans un contexte un peu différent où il est en extérieur, il y a beaucoup plus d'action en fait, des cascades, on sent que c'est un film risqué, osé, j'ai envie de dire même dangereux. On a en fait un Sylvester Stallone qui est dans une autre dimension, qui prend une dimension différente en tant qu'acteur dans ce film. Après aussi on a une histoire qui est tirée d'un livre. Et donc le livre qui porte le même nom, First Blood, raconte aussi l'histoire d'un vétéran du Vietnam qui se frite avec les autorités locales. Franchement, il n'y a pas plus simple. Je pense que le scénario aurait pu tenir sur un post-it. Et malgré la simplicité du film, on se rend compte également que le film en fait oppose plutôt deux philosophies. On a deux points de vue qui vont se clasher, qui vont s'affronter. D'un côté, on a John Rambo, vétéran de la guerre du Vietnam, vagabond. De l'autre côté, on a le shérif Will Teasel, qui est également un vétéran de la guerre, non pas du Vietnam, mais de la guerre de Corée. Ce qui va nous intéresser un peu plus tard quand je vais développer, et qui donc fait office du coup d'antagoniste dans le film. Et en fait, c'est vachement intéressant parce que normalement, ces deux personnages-là ont énormément, d'un point de vue général, ils ont énormément de points en commun, donc on devrait se dire, normalement, ils devraient s'entendre, normalement, ils ont représenté le même drapeau, ils ont tous les deux la même nationalité, ils ont exercé tous les deux la même profession, ils ont tous les deux servi pour le même pays, et dans un même but, faire régner l'autorité, etc., à l'étranger, en Asie en plus, sauf qu'en fait les deux ne vont pas revenir avec la même manière de penser. John Rambo en fait c'est un militaire de force spéciale. Il nous a l'air très très qualifié. Comme le dit si bien son supérieur hiérarchique au moment qui intervient dans le film. Vous ne voulez pas accepter le fait que vous êtes en face d'un expert dans la guerre d'embuscade.
d'un homme qui est le meilleur. Au fusil, au couteau ou à main nue. Un homme qui a appris à ignorer toutes les souffrances. À ignorer le temps. Il est formé pour assassiner même avec un cure-dent. Donc, il peut tuer avec n'importe quoi. On a quelqu'un de très expérimenté. C'est un vétéran de la guerre du Vietnam. Malgré le nombre de victimes que les États-Unis ont réussi à occasionner pendant cette guerre-là au Vietnam, tu vois, aux Vietnamiens, les États-Unis n'ont jamais réussi à établir ce qu'ils voulaient, soi-disant la paix. La guerre, pour eux, s'est terminée dans des conditions effroyables. Ils ont dû même fuir parce que le groupe communiste avait donc pris possession, pris le pouvoir assez grand. La guerre de Corée va s'achever dans des conditions totalement différentes. On va avoir l'armistice qui va être signé, et puis les États-Unis vont reconnaître une partie de la Corée, tout comme l'URSS va reconnaître une autre partie de la Corée, ce qui va donner la Corée du Sud et la Corée du Nord. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils ont réussi, entre guillemets, à faire régner leur ordre. Donc au final, on peut imaginer les soldats américains rentrer de la guerre de Corée en tant que vétérans de la guerre. On peut imaginer le fait qu'ils rentrent de la guerre avec une certaine fierté. On peut les imaginer un peu fiers de leur accomplissement, fiers d'avoir réussi à faire régner l'ordre à l'autre bout du monde. On peut même du coup imaginer ces mêmes soldats occuper des postes en tant que fonctionnaires. Et l'on retrouve le même shérif de cette petite ville, toute calme et toute tranquille, qui a fait régner la loi à l'autre bout du monde. Avec un peu le CV de « je l'ai fait là-bas, je vais réussir à le faire ici, et vous n'avez rien à me dire ». Le problème en fait, c'est que cette fierté-là va quelque part le faire rentrer dans un dialogue de sourds. Parce qu'on peut également imaginer le mépris aussi. Le mépris des vétérans de la guerre précédente qui, eux, voient arriver les vétérans de la guerre du Vietnam. Et je suis revenu dans le monde, et j'ai vu ces larves m'attendre à l'aéroport, me conspuer comme un criminel. Ils m'ont traité de toutes les saloperies, ils m'ont appelé le boucher. Mais qui sont-ils pour me faire des reproches, hein? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils étaient à ma place en pleine jungle? Ils nous jugent sa faute quand ils parlent. C'est un moment dur pour tout le monde, Rambo. Tout ça, c'est du passé maintenant. Pour vous! Est-ce que vous savez dans quel bourbier ils étaient au Vietnam? Non, vous ne le savez pas. Et la prémisse du film, ça va être ça. Un shérif qui ne sait pas, qui veut s'entêter avec un ancien des forces spéciales. Un ancien très entraîné et qui en plus de ça a un stress post-traumatique. On a aussi John Rambo. On va dire que quelque part il peut être inexcusable. Inexcusable dans le sens où on peut dire mais attends mais contrôle-toi 5 secondes, c'est bon, tu reviens de la guerre, le shérif te parle mal, c'est bon, t'as subi pire que ça, calme-toi, d'accord? Tu passes dans la petite ville, d'accord? Il te dit de pas revenir, il dépose même à l'autre bout, ne reviens pas. Continue ton chemin. On aurait pu trouver tout plein de raisons de John Rambo de pouvoir éviter le conflit. Très bien, sauf qu'en fait, il faut aussi qu'on comprenne que John Rambo, ce n'est pas un mec qui a fait une formation de micromanagement. John Rambo, ce n'est pas quelqu'un qui a pris des séminaires de self-control où on l'a assis dans une salle et puis on lui a dit, bon, partie 1, comment gérer ses émotions? Lorsqu'un collègue s'emporte, comment est-ce que moi je dois me comporter? Non. On a là un homme qui n'est pas un homme. C'est-à-dire que c'est une machine. Une machine à tuer, je le répète. Une machine de surcroît qui a un stress post-traumatique. Et donc forcément, dans cette histoire-là, on a un dialogue de sourds qui se met en place. Non seulement un dialogue de sourds, mais un dialogue de sourds qui va mener à la perte de vie humaine. C'est super stupide. Au final, on se rend compte en fait que c'est un film qui est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Au-delà du clash entre ces deux philosophies, on a surtout un film qui a un message à faire passer, avec une certaine subtilité, bien entendu. Et ça, on s'en rend compte à la fin du film. Je sais pas si vous avez remarqué, mais John Rambo parle très peu. Ton nom. Je t'ai demandé ton nom. Ton nom! Hé, bon, tu cherches des emmerdes. Bah, t'as trouvé la bonne place, mon pote. C'est une machine à tuer, donc forcément, la communication, ça se fait qu'avec les bras et ou avec les mains.
ou avec les armes, ou avec des couteaux. Donc il parle très très peu, il s'exprime très très peu, mais vers la fin, on se rend compte qu'il avait beaucoup plus de choses à dire. Il vient son supérieur hiérarchique, il fait face à la personne qui l'a formé, qui l'a entraîné à devenir ce qu'il est. Et on va dire que John Rambo, à ce moment-là, en fait, il en a gros sur la patate. Et pour une fois, en fait, il est un peu plus détaillé dans ses revendications. Parce que même nous, en tant que téléspectateurs, en tant que spectateur, on regarde le film, on comprend pas réellement... oui, d'accord, un stress post-traumatique, mais un personnage est beaucoup plus profond lorsqu'au final, il met des mots, il verbalise ce par quoi il est passé ou ce qu'il ressent. Tu es le dernier d'un groupe d'élite. Ne finis pas comme ça. Là-bas, je pilotais un avion de chasse. Je pouvais conduire un tank. J'avais en charge $1 million de matériel. Mais ici, j'arrive pas à avoir un boulot. Gardien de parking. Ah, c'est baraque où on était. Il y a un gosse qui s'est pointé. Ce gosse, il avait une boîte pour cirer les pompes. Puis il a dit, chaussures, s'il vous plaît, chaussures. Moi, j'ai dit non. Puis il continue à demander, alors Joe a dit oui. Je suis allé chercher de petites bières. Et la boîte est piégée. Il ouvre la boîte. Son corps explose en morceaux dans toute la pièce. Il est étendu, il hurle à la mort. J'ai des bouts de chair partout sur moi. Comme ça. J'ai dû enlever les morceaux, vous savez. Ouais, c'était couvert de mon ami. Et c'est ce qui s'est donc déroulé dans le commissariat. On vit dans une société qui est plus ou moins pacifiée, mais qu'au final, il y a des hommes et des femmes qui, eux, vont donner leur vie. Certains n'y survivent pas, certains y restent, mais d'autres reviennent. Mais ceux qui reviennent, dans quel état est-ce que ces personnes sont? Certains reviennent avec des membres manquants, un bras, jambes, mais qu'en est-il des personnes qui ont des blessures, qui ont des traumatismes, mais qui sont invisibles à l'œil nu? Comment est-ce que ces personnes sont traitées? Comment est-ce que la société, comment est-ce que le gouvernement fait pour les réintégrer dans la vie active? Comment est-ce qu'une personne qui a été entraînée à faire ce qu'il a fait, qui a obéi, parle bien de l'armée? Je tiens quand même à rappeler également que l'un des dictons ou l'une des phrases qu'on entend souvent, réfléchir, c'est désobéir. Donc si vous voulez, en fait, il n'y a pas vraiment de choix. Il n'y a pas vraiment de « ah mais je pense que ce que je fais c'est amoral » ou « c'est moral ou immoral ». L'armée, c'est ordonné, droit, et l'un des maîtres mots, c'est l'obéissance. L'obéissance à une institution, un gouvernement, etc., etc., mène-t-elle forcément à la récompense? Ou au contraire, à la perte? Bon, j'ai 2 séries qui répondent à peu près à ces questions et qui sont aussi dans le domaine militaire. On a le même cas de l'obéissance, du coup, dans le corps de l'armée, etc., etc., qui va tuer, supprimer l'individu au profit d'un intérêt supérieur. Mais pas un intérêt supérieur pour une multitude de personnes, non, un intérêt supérieur pour un petit groupe, la série Shooter, tireur d'élite, qui est inspirée elle-même d'un film qui est sorti quelques années auparavant, réalisé par Antoine Fuqua, et qui raconte l'histoire d'un ancien tireur d'élite, Bob Louis Swagger, ensuite incité par tout plein d'arguments à reprendre son activité, mais au final, en fait, on se rend compte que ça se retourne contre lui, que c'est une machine de guerre. Les personnes haut placées se rendent compte également de leur erreur, c'est-à-dire qu'ils ont créé une machine de guerre et ils ne savent pas comment l'arrêter. Et la série qui pour moi fait partie des meilleures séries de 2023, The Terminalist, avec Chris Pratt. On a le survivant d'une escouade qui revient donc dans la vie civile, après que quasiment toute son équipe, sauf lui, s'est fait décimer. Et le gars en question, c'est un monstre aussi. Une bête, une machine à tuer. Qui va se retrouver dans une affaire de complot. Le type est marié, il a une fille, et la suite de l'histoire ne va pas se passer comme il l'avait prévu. Et le point commun qu'on a avec Shooter, tireur d'élite, ou qu'on a avec Rambo, c'est que pareil, on a un soldat entraîné jusqu'à l'os, mais dont le système, le gouvernement se retourne contre la bête, la créature qu'il a lui-même créée. Et son seul moyen de réponse,
sa seule manière d'agir, parce que tout le monde s'étonne dans le film, oh, comment ça se fait que... Sa seule manière d'agir, c'est la violence. Sa seule réponse, c'est la violence. Pourquoi est-ce que vous êtes étonné? J'ai donc regardé Rambo First Blood. Je peux donc affirmer que j'ai sauvé quelque part ma culture personnelle.